Bienvenue dans Next Gen Manufacturing Nexus. Aujourd'hui, on plonge littéralement au cœur de la Terre pour explorer l'ingénierie de forage. C'est un domaine fascinant où la précision d'une horloge suisse rencontre la puissance brute de la géologie. Et c'est un monde où la moindre erreur, elle peut avoir des conséquences absolument monumentales. Alors, partons du défi de base. Comment est-ce qu'on fait pour percer des kilomètres de roches et atteindre une poche de pétrole et de gaz sous une pression tellement folle qu'elle pourrait transformer toute l'installation en un volcan artificiel? C'est ça la question. Tout est une affaire de contrôle face à une puissance qu'on peine à imaginer. Pour vraiment piger cette technologie, le mieux c'est de se mettre dans la peau de la personne qui est aux commandes, l'ingénieur de forage. Son expertise, son jugement, c'est ça la toute première et sans doute la plus importante ligne de défense. Et attention, la journée d'un ingénieur de forage, elle ne commence pas en appuyant sur le bouton marche. Pas du tout. Elle commence avec une obsession quasi paranoïaque pour la sécurité. Parce que dans cet environnement, le moindre petit détail oublié peut déclencher une véritable réaction en chaîne catastrophique. Avant même qu'une seule pièce de métal ne bouge, il y a tout un rituel qui se met en place. Chaque plan est décortiqué, chaque équipement est inspecté sous toutes les coutures, chaque scénario de risque est analysé. Le but, ce n'est pas d'être bon pour réagir aux problèmes. Le but, c'est de les anticiper avant même qu'ils n'existent. Bon, on a vu la préparation, qui est absolument capitale. Maintenant, allons au cœur du sujet. C'est quoi exactement cette bête que les ingénieurs essaient de maîtriser à des kilomètres sous nos pieds ? Eh bien, voici l'ennemi public numéro 1. Dans le jargon, on appelle ça une venue de formation, ou, plus simplement, un kick. Imaginez une poussée soudaine, incroyablement violente, de fluide qui remonte du réservoir. C'est la Terre qui se fâche. Et si cette force n'est pas maîtrisée à la seconde, c'est l'éruption, c'est la catastrophe. Alors comment on fait pour garder cette bête en cage ? La première ligne de défense, c'est assez surprenant, ce n'est pas une machine, c'est un fluide. La fameuse boue de forage. Pensez à une colonne de liquide très, très lourd qu'on verse dans le puits. Le poids de cette colonne appuie vers le bas et ça crée une contre-pression qui empêche le gaz et le pétrole de remonter. C'est un peu comme mettre un couvercle hyper lourd sur une cocotte minute. D'accord, la boue de forage, c'est la première barrière. Mais, et si elle ne suffit pas ? S'il y a une faille, c'est là qu'intervient le plan B, le gardien ultime, une merveille d'ingénierie mécanique conçu pour être le tout dernier rempart contre le désastre. Ce gardien, c'est le bloc obturateur de puits, ou BOP, comme on dit dans le métier. Son unique mission, être capable de sceller le puits de façon totalement hermétique en cas d'urgence absolue. Bien sûr, on ne mise pas tout sur un seul système. L'approche, c'est ce qu'on appelle la défense en profondeur. Un BOP, ce n'est donc pas une seule grosse vanne, mais un empilement de plusieurs systèmes. On y trouve deux grandes familles, pour une redondance maximale. Si jamais l'un lâche, l'autre doit absolument prendre le relais. Et la conception est vraiment ingénieuse. D'un côté, il y a le BOP annulaire. Imaginez une sorte de sphincter géant en caoutchouc renforcé d'acier qui peut se contracter et se fermer hermétiquement autour de n'importe quoi qui se trouve dans le puits. De l'autre côté, il y a les BOP à mâchoire. Là, c'est plus brutal. Ce sont d'énormes blocs d'acier qui coulissent et viennent claquer l'un contre l'autre pour fermer le passage. Et même ces mâchoires sont hyper spécialisées. Il y en a qui sont faites pour se refermer parfaitement autour du tube de forage. D'autres sont conçues pour sceller un puits complètement vide. Et puis, il y a l'option de la dernière chance, les mâchoires de cisaillement. Celles-là, elles sont capables de trancher net le tube en acier lui-même, comme si c'était du beurre. Toute cette technologie est donc conçue pour être infaillible. Mais l'histoire nous a appris, de la plus tragique des manières, que même les systèmes les plus robustes ont leurs limites, et que les conséquences, quand ça arrive, dépassent l'entendement. Cette question, elle a cessé d'être une simple hypothèse le 20 avril 2010. Ce jour-là, elle est devenue une réalité catastrophique au beau milieu du golfe du Mexique. C'est l'une des pires catastrophes environnementales de notre histoire. Le drame de Deepwater Horizon s'est déroulé comme un film au ralenti. Le 20 avril, c'est l'explosion. Le BOP, ce fameux dispositif de sécurité ultime, ne s'active pas automatiquement comme il aurait dû. Pendant des jours, on envoie des robots sous-marins pour tenter de l'activer manuellement. Sans succès. Des semaines plus tard, les images confirment le pire. Les vannes ne sont que partiellement fermées. Le gardien a failli. L'enquête qui a suivi a révélé une vérité aussi simple qu'effrayante. Sous la force de l'explosion, la tige de forage en acier s'était légèrement tordue. Juste assez pour venir coincer le mécanisme des mâchoires de cisaillement. Une machine de 300 tonnes, conçue pour trancher l'acier, s'est retrouvée complètement bloquée par une simple déformation. Le puits n'a jamais pu être scellé. Des échecs comme celui de Deepwater Horizon, aussi terribles soient-ils, sont aussi des moteurs d'innovation.
Il force les ingénieurs à tout remettre à plat, à développer des techniques encore plus pointues, encore plus sûres. L'une des plus grandes révolutions qui en a découlé, c'est le forage directionnel. Il faut oublier l'image d'un trou qu'on creuse tout droit vers le bas. Aujourd'hui, on est capable de piloter la tête de forage à travers des kilomètres de roches pour atteindre une cible qui peut être de la taille d'un salon. C'est de la navigation de très haute précision. Et grâce à cette technologie, les limites du possible ont été complètement pulvérisées. On ne mesure plus seulement la profondeur, mais aussi la distance horizontale qu'on peut parcourir. Et les records sont juste stupéfiants. Prenez ce chiffre, 12 345. 12 345 mètres, c'est plus de 12 kilomètres. C'est la longueur du plus long puits jamais foré. Il est parti de l'île de Sakhaline, en Russie, et a serpenté sous la mer pour atteindre un gisement offshore. Concrètement, ça veut dire qu'on peut se passer d'une plateforme en mer et forer depuis la terre ferme. C'est une avancée énorme, non seulement en termes de coûts, mais surtout en termes de sécurité. Et cette idée de réduire l'empreinte et les risques, ça nous amène à la définition moderne de ce métier. On est bien loin de la simple force brute. Aujourd'hui, comme le dit cette citation, l'objectif est de concevoir des forages de la manière la plus durable possible. Et ça nous laisse sur une question passionnante pour le futur. Nos besoins énergétiques changent à toute vitesse. Alors, est-ce que ces compétences développées pour aller chercher du pétrole ne pourraient pas servir demain pour l'énergie géothermique ou pour stocker du carbone sous terre ? L'ingénieur de forage d'aujourd'hui est peut-être en train de créer, sans le savoir, les outils qui façonneront un avenir énergétique radicalement différent. Merci d'avoir suivi Next Gen Manufacturing, Nexus.